souhaitez effectivement placer ces 2-3 chiffres, mais je n'ai pas de doute, je sais que ça va se passer avec la perfection. Merci beaucoup, 1, 2, 3, voilà. Merci beaucoup Thierry pour ce teasing. Qu'est-ce qu'a apporté l'audit énergétique réglementaire? Est-ce que la filière du diagnostic a été à la hauteur pour le diagnostic énergétique réglementaire? Eh bien effectivement, on peut peut-être démarrer avec 2 chiffres. Combien de diagnostics d'audits réglementaires ont été effectués? 70 000. Et par combien de personnes? 3 000 diagnostiqueurs qualifiés audit étaient inscrits au 31 août de cette année. Et aujourd'hui, la filière immobilière n'a pas souffert de retard par rapport à l'audit énergétique réglementaire. Donc le premier élément extrêmement valorisant, entre guillemets, positif, c'est que oui, l'audit énergétique réglementaire a été réalisé dans de bonnes conditions pour les clients des professionnels de l'immobilier. Et de plus en plus, ce diagnostic énergétique réglementaire, d'audit énergétique réglementaire, est présenté à la première visite du bien. Et ça, c'est très important parce que si on veut que les diagnostics soient respectés, bien entendu, ils sont là au départ pour protéger les vendeurs, hein, et c'est la loi, ils protègent les vendeurs pour les vices cachés, mais de plus en plus, ils sont là pour informer les acquéreurs et pour informer l'ensemble des parties à une transaction immobilière. Et quand tous les acquéreurs prendront connaissance des diagnostics immobiliers avant de prendre une décision pour acheter un bien, nous aurons gagné la partie. Vous attendiez à ce chiffre avec un peu de recul maintenant? Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde l'histoire des 6 derniers mois, on va dire même des 10 derniers mois, les professionnels du diagnostic ont très mal vécu le DPE. Cette évolution du DPE et, je dirais, l'ensemble des critiques qui ont été réalisées contre le diagnostiqueur quand il faisait le DPE. Et donc, il y a de nombreux diagnostiqueurs qui ont dit, tant que la réglementation n'est pas claire, et on a eu la dernière trame du rapport à quelques semaines du 1er avril, tant que la réglementation n'est pas claire, on ne va pas dans la réalisation de l'audit. Et on avait les professionnels qui étaient inquiets, les agents immobiliers, les notaires, on avait l'État qui était inquiet, et nous, professionnels du diagnostic et représentants diagnostiques dans les différentes fédérations, étions plutôt sereins parce que nous avons toujours respecté les demandes des pouvoirs publics. Donc aujourd'hui, on est plutôt, encore une fois, serein. Maintenant, il va falloir aller plus loin dans l'audit, parce que l'audit va être très regardé, et on va aussi prendre des critiques, il faut être très clair là-dedans. Et donc, il faut qu'on fasse attention à la façon de faire l'audit, et que l'on fasse qu'il y ait bien une cohérence dans la profession. Et donc, notre prochain pari, c'est la cohérence dans la profession pour l'audit, mais on va en reparler. Dernière chose, et combien il y a de diagnostiqueurs aujourd'hui qui font des DPE? Officiellement 10 000, mais en réalité, il y a de nombreux diagnostiqueurs qui sont inscrits DPE, mais qui n'en réalisent pas, pour des tas de raisons, parce qu'ils en font sur d'autres éléments. Donc, des diagnostiqueurs qui font des DPE dans le cadre de la transaction, personne n'est capable de sortir le chiffre, mais on peut dire que régulièrement, il y en a 7 000 à peu près. Et donc, aujourd'hui, avec 3 000 diagnostiqueurs qui font de l'audit, ça veut dire que ça couvre 60%, 65% des entreprises qui font du DDT. C'est ça le chiffre important. C'est 60, 65%. Et très vite, on va aller aux 80%, parce que les cabinets qui ne font pas d'audit énergétique sont en train de perdre des clients. Et donc, là, il y a une cohérence, je dirais, de service qui est à mettre en place. Il n'est pas trop tard. Non, il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on entend ces chiffres-là, Séverine? Et comment vous dressez-vous votre bilan depuis
6 mois, et voire même aller. On va même y aller jusqu'à août, mi-août à la limite. Alors nous, ce qu'on a observé, c'est prudence. La prudence des opérateurs qui ont préféré attendre des programmes de formation bien calés et pour se lancer dans la démarche. Il faut savoir que quand même les diagnostiqueurs DPE ont beaucoup souffert donc, ces dernières années de tout ce qui s'est passé autour de la fiabilité du DPE. Et chez nous, dans notre portefeuille, c'est vraiment ce qu'on a observé. Ils ont joué la prudence, donc, mais petit à petit, donc, ils se lancent dans la démarche, mais avec des programmes de formation conséquents. Et ce qui finalement correspond à ce qu'on va observer dans les prochains mois avec cette nouvelle réglementation qui arrive autour de l'audit énergétique. Vous dites prudence, mais ça se traduisait comment là, cette prudence en fait? On a eu beaucoup de questionnements de leur part pour savoir quel était le meilleur moment pour se lancer dans la démarche. Et puis, bien sûr, on a parmi, comme tous les organismes de certification, on a toute une catégorie qui se sont lancés, mais souvent, ils étaient adossés donc, à une entreprise un peu plus grande qui avait les ressources pour accompagner vers cette nouvelle mission. Alors, on sait que ces nouvelles missions, alors quand on dit prudence, c'est qu'effectivement, on essaye d'adapter, d'aménager à chaque fois, de faire peut-être de nouvelles concertations pour améliorer. Est-ce que là, maintenant que nous avons passé ces premiers mois, je vais prendre comme si on était dans une voiture, nous sommes à la première vitesse et on va pouvoir enclencher la deuxième, ou on est déjà passé la troisième? Alors, la deuxième, je dirais plutôt la deuxième, parce qu'on attend, pour passer la troisième, on attend le texte. Donc, le texte qui va définir précisément ce qu'on attend en matière de compétences pour réaliser ces audits énergétiques. Il y a une question importante que se posent ces diagnostiqueurs auditeurs, c'est est-ce que je fais bien mon travail? Est-ce que c'est suffisamment détaillé? Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que j'apporte une vraie valeur? Voilà, il y a tous ces questionnements. Et puis, il y a aussi quelque chose de très basique aussi, c'est est-ce qu'il y a un assureur qui va me suivre? Ça tombe bien, hein, on a au moins une personne qui va peut-être nous en parler un peu plus. Dernière question quand même, Séverine. Cette démarche, elle est assez longue à mettre en place. On sait que la notion du temps a énormément d'importance. Et aussi, on parlait de l'attente de ce texte. Il y a aussi des prérequis. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur justement à quel moment on pourra peut-être avoir ce texte, déjà, la première chose, et puis les prérequis qui peuvent en découler? Alors ce matin, on nous a dit qu'effectivement, on aurait le texte à l'automne avec une mise en application donc, au 1er juillet 2024. En fait, voilà, donc c'est quelque chose qui devrait arriver assez vite. Et donc pour les organismes comme nous, organismes de certification, donc il faut s'y préparer. On voit assez bien dans le projet, et encore une fois, c'est un projet qu'on transpose en fait les dispositions DPE, du nouveau DPE sur l'audit énergétique. Donc là, il n'y a pas beaucoup de surprises au niveau de la formation qui est attendue en prérequis et puis des modalités de contrôle. Alors, il y a un élément quand même qui a attiré l'attention de pas mal de personnes dans la filière. C'est effectivement les 2 ans en tant que certifié DPE. Voilà. On parle d'évaluation à ce moment-là ou c'est encore un peu trop tôt? Si on parle d'évaluation, c'est-à-dire, vous voulez que je détaille un petit peu les évaluations? Alors, c'est un petit peu tôt pour en parler.
tout n'est pas vraiment figé encore. Mais on sera sur des prérequis en matière de formation, un prérequis de 2 ans en tant que diagnostiqueur DPE, et puis ensuite des évaluations qui sont en train de se décider. Affaire à suivre. Affaire à suivre. On a avec vous, Philippe, peut-être les cas concrets de ce que vous avez vécu, votre bilan à vous déjà, de par la direction de votre agence, mais aussi peut-être de ce que vous entendez autour de vous. Comment vous avez perçu effectivement ces 6 mois et comment vous vivez et comment vous imaginez les 6 prochains mois, voire même un peu plus loin si on va jusqu'à juillet 2024 ? Alors, vous parlez de 6 mois. En fait, on a commencé à se préparer un petit peu plus tôt que ça, dans un contexte flou, puisqu'initialement, l'audit énergétique, il aurait dû rentrer en vigueur l'année précédente. Donc, on avait commencé à se former. Quand au début du printemps, les textes sont sortis, que les choses se sont figées, on a pu effectivement se former, finaliser nos formations. Alors moi j'ai la chance d'être dans un réseau comme Diagamter où on a eu un très fort accompagnement sur cette partie-là parce que on passe de diagnostiqueur à auditeur énergétique. C'est plus du tout le même métier. Dans l'audit énergétique, on doit décrire un parcours de travaux qui est un vrai parcours de travaux, donc qui va tenir totalement compte de l'environnement du bien, et faire une estimation de chiffrage de ces travaux. Et dans ces travaux, il y a toute la partie travaux induits. Donc je prends un exemple tout simple. Vous allez chiffrer une isolation extérieure. Ça revient à calculer un certain nombre de mètres carrés. Mais pour poser cette isolation extérieure, vous allez devoir amener un échafaudage éventuellement. Vous allez devoir faire des reprises sur des appuis de fenêtres, des choses comme ça. Il faut chiffrer tout ça pour être capable donc, de donner un parcours de travaux qui soit crédible. Alors c'est une estimation, bien évidemment. Nous ne sommes pas artisans, on ne fait pas de devis. Et là-dessus, on s'appuie également sur une base de données nationale qui a pignon sur rue aujourd'hui. Il y en existe plusieurs. Nous, on utilise Batichiffrage dans notre réseau, qui permet d'avoir un prix moyen de prix de travaux, de prestations de travaux au niveau national. Donc, je pense que ça peut rassurer. Mais dans notre métier, dans notre découverte de ce nouveau métier, c'est compliqué parce que un diagnostiqueur, c'est pas quelqu'un qui chiffre des travaux, qui fait un ordonnancement de chantier, alors que c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui. Alors c'est intéressant parce que c'est un plus pour nos compétences. On monte en compétences, on devient un acteur un peu plus global. Donc ça, c'est très très positif. Mais il faut un petit peu de temps, puis il faut de l'accompagnement. Et il en faut la volonté. En plus, si je puis me permettre le terme, intellectuellement, il faut être câblé pour ça. Voilà, c'est peut-être pas donné à tout le monde, ce qui peut expliquer aussi certaines prudences dans le métier, parce que c'était vraiment nouveau. Donc il a fallu y aller progressivement. Bon, nous, on avait joué le jeu dès le début. Mais bon, c'est un peu un pari quoi, au niveau d'une agence. Moi, je me suis formé en premier et j'ai formé mes collaborateurs uniquement au printemps quand on avait des éléments clairs de réglementation, quoi. Vous avez perçu au sein de votre agence, de vos collaborateurs, une certaine réticence. Alors on parlait de prudence, mais une certaine réticence parce que quelque part, on a l'obligation quand même de former tous vos collaborateurs, même si j'ai entendu le terme câblé, il faut quand même les emmener aussi vers cette compétence. Et comment vous l'avez vécu en tant que directeur d'agence ? Alors j'ai eu un petit peu de chance. J'ai un de mes collaborateurs qui était très demandeur, très orienté DPE, très, très sur la thermie, tout ça. Donc avec lui, je dirais que ça s'est fait un petit peu naturellement, c'était très bien. L'autre collaborateur, moins d'appétence sur le sujet. Donc il a fallu convaincre que finalement, c'était pas si compliqué que ça non plus et que avec de la formation, avec de la méthodologie, on pouvait y arriver. Nous, on a commencé nos premiers audits le 1er avril, on les a fait à 2. Voilà, on les a fait à 2, on s'est dit, on se bloque la journée. Alors économiquement, c'est un petit peu dur quand on est une petite agence, parce que les prix des audits, c'est pas non plus des milliers d'euros, faut pas rêver. Mais je pense que si on veut bien faire son métier,
il y a une phase d'apprentissage et il faut donner du temps au temps. Voilà, il faut s'investir à un moment donné. Et si on fait ça, ça permet d'accompagner un collaborateur qui a un petit peu moins d'appétence et puis lui montrer qu'il en est capable, quoi. Ce duo de collaborateurs, l'un en fait transmet à l'autre, ou les deux se concernent avec peut-être une vision différente et à la fin de la journée ils se disent voilà ce que nous on a perçu. Comment vous avez fonctionné sur ce duo? Alors, au début, donc, on a fonctionné à deux comme ça, on les faisait ensemble. Parce qu'en fait, j'ai un premier collaborateur qui a été certifié pour faire de l'audit. Et j'ai fait certifier le deuxième quelques semaines plus tard. Et en fait, donc, le collaborateur qui avait le plus d'appétence, aujourd'hui, emmène son collègue et lui transmet. Ce qui permet à ce deuxième collaborateur aussi, maintenant, de devenir autonome. Et on fait chacun nos audits, je dirais, en solo aujourd'hui. Mais on s'est organisé pour échanger beaucoup d'informations. On échange énormément d'informations, puisque chaque maison est un peu un cas unique. Donc on a toujours plein de questions. Et il faut se poser plein de questions dans notre métier, quoi. Faut pas partir avec des préjugés. Donc beaucoup d'échanges et de la transmission, comme vous dites. On échange énormément avec notre direction technique dans le réseau, parce que oui, il y a des cas de figure, on se pose des questions. Voilà. On a fait aussi des cas tests en préparation avec notre réseau pour essayer d'avoir un peu de retour d'expérience avant d'aller vraiment sur le terrain, quoi. Là, on va basculer parce que Séverine m'a parlé, et je l'ai bien entendu, et ça tombe plutôt bien. On parle de responsabilité, assurance, ce mot qui peut parfois être vécu différemment. Alors on sent bien dans le témoignage de Philippe que c'est loin d'être facile. On voit aussi cette phase de dire on est deux, on va essayer de se former. Là on parle d'un bilan sur 6 mois. Et vous, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce que vous n'avez pas un décret qui vous permet de statuer officiellement comment vous pouvez effectivement travailler sur la responsabilité des diagnostiqueurs. Bien, alors je dirais que la situation est assez singulière, puisqu'on est effectivement sur une entrée en application pour l'audit énergétique réglementaire au 1er avril, comme tout le monde le sait, sans base réglementaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de notion sur l'étendue de la responsabilité d'un auditeur qui, en prérequis, est certifié DPE. Donc on sait que pour le DPE, l'assurance RC professionnelle est obligatoire. Pour l'audit énergétique réglementaire, il n'y a pas de précision, même si je crois avoir compris que la dernière version du décret qui est en préparation précise davantage les choses. Donc finalement, d'un point de vue des assureurs, c'est assez complexe d'apporter des solutions techniques puisqu'on n'a pas de base sur l'étendue de la responsabilité. Ça génère énormément de questionnements de la filière et des difficultés pour convaincre son assureur d'étendre ses garanties à l'audit énergétique réglementaire, voire de trouver un nouvel assureur parce que l'assureur tenant n'est pas capable d'apporter une solution malgré tout. Donc on est aujourd'hui dans une situation qui perdure de ce point de vue-là, où on voit qu'énormément d'acteurs cherchent des solutions pour le 1er janvier prochain, à défaut d'avoir des solutions et des engagements de leurs assureurs pour couvrir leurs risques. Et donc c'est une situation qui est assez inédite, puisque si on remonte le temps, à l'entrée en application du DPE, les situations étaient très claires de ce point de vue-là. Et il n'y avait pas de problématique pour savoir quelle nature d'assurance il fallait souscrire pour se couvrir face à ces risques. Alors, en plus, on peut ajouter quand même que la densité de la mission, on entre dans des scénarios de travaux, estimation de coûts de ces travaux, et du coup ça génère un certain nombre d'interrogations et il y a énormément d'informations qui circulent sur le marché qui sont plus ou moins fondées et qui laissent penser que la nature d'une garantie responsabilité professionnelle ne suffirait pas à couvrir ces risques-là, ce qui bien évidemment vient complexifier la réflexion tant qu'on n'a pas de base réglementaire qui permettrait de rendre les choses beaucoup plus claires. Voilà. Donc on a un marché qui est en attente finalement d'un texte et qui cherche des solutions tout de même pour s'assurer face à des risques, pour ceux qui pratiquent déjà l'audit, puisque les risques sont quand même évidents au regard de la nature de l'activité. Franck, ce qu'on entendait avec Philippe qui disait qu'effectivement une maison c'est un bien, c'est presque du cas par cas.
Est-ce que c'est ce qui vous arrive depuis ces quelques mois à vraiment traiter? Vous représentez un groupement, donc forcément vous devez aussi vous concerter, vous devez échanger. Alors je ne dis pas qu'effectivement vous avez peut-être trouvé, vous n'avez peut-être pas créé votre propre décret, mais vous avez peut-être quelques conseils en termes de protection juridique pour peut-être nous aiguiller en attendant qu'on ait effectivement une possibilité d'avoir un décret. Oui, alors on s'est posé la question bien avant le report de l'entrée en application du 1er avril. Donc on a notamment échangé avec la filière en décryptant le contenu de la mission, mais pas seulement, puisqu'on s'est interrogé sur la nature de la garantie nécessaire pour couvrir l'ensemble des risques inhérents à l'audit énergétique réglementaire. Donc nous avons partagé la réflexion avec un certain nombre, notamment de cabinets d'avocats spécialisés pour certains, pour savoir finalement si il fallait imaginer d'autres solutions assurantielles pour couvrir des risques liés à la réalisation, enfin à la préconisation de travaux et à des engagements sur le chiffrage, puisqu'on peut effectivement très facilement imaginer qu'un acquéreur qui se servirait d'une base technique d'un auditeur pour réaliser des travaux puisse à un moment donné être recherché en responsabilité parce que tout simplement, il a engagé des coûts qui sont, selon lui, au terme démesurés par rapport à la valeur de son bien, ou tout simplement parce que, quand il regarde sa facture d'énergie au terme des travaux, il s'aperçoit que finalement, il ne fait pas d'économie et que son bien ne va pas être valorisé. Donc c'est un vrai sujet. Donc dans le partage de l'analyse avec certains partenaires avocats, nous sommes attachés finalement à se demander si il y avait un risque de responsabilité civile décennale, tout simplement. Et on a décortiqué l'activité pour se rendre compte que finalement, il y avait peu de chances que si l'auditeur respecte le cadre de ce qui est prévu déjà dans le CCH, s'il se borde bien aux missions qui sont indiquées, qu'il rédige bien ses rapports, qu'il prenne soin d'émettre un ordre de mission en amont, qu'il puisse bien programmer la réalisation des travaux, que normalement on puisse rester dans ce qu'on appelle la réalisation de prestation intellectuelle. Et que, autrement dit, sa prestation ne puisse pas en fait générer des dommages décennaux, c'est-à-dire impactant l'ouvrage en lui-même. Par conséquent, on en est à la conclusion aujourd'hui que normalement un contrat d'assurance RC professionnelle doit suffire, mais je précise en l'absence de toute jurisprudence. Il faut être conscient de ça, puisqu'on est au début d'une nouvelle aventure finalement, et qu'il faut rester assez prudent. Donc chez LSN, que je représente, qui est un cabinet de courtage d'assurance, on a donc bâti une solution qui est en fait une extension de garantie aux activités qui existaient pour accompagner l'ensemble de nos clients et puis ceux qui ne trouvent pas de solution aujourd'hui sur le marché. Stéphane, je vous ai vu prendre des notes et hocher la tête en fonction de ce qu'annonçait Franck. Donc je pense que vous avez peut-être une envie de réagir sur les interventions qu'on vient d'entendre. Alors d'abord, on est très en phase, tous les quatre. Très en phase, d'abord parce qu'on a préparé ensemble cette intervention, que l'on vit l'audit avec, bien entendu, des postes différents, avec des visions différentes, mais on a bien cet objectif d'audit énergétique réglementaire. Et je voudrais que l'on revienne d'ailleurs sur la base. Pourquoi l'audit énergétique réglementaire a été mis en place? Pour la neutralité carbone en 2050. Et ça, je crois que c'est vraiment important de rappeler cet objectif général, qui est l'objectif aujourd'hui du DPE dans un premier temps et dans un deuxième temps de l'audit. Deuxième élément, avec l'audit, on est passé du constat au conseil. Et donc, je comprends tout à fait Franck au niveau de la responsabilité, parce que ce n'est pas du tout la même chose de faire un constat que d'aller dans du conseil. Et effectivement, quand il dit on attend les premières jurisprudences, on attend, je dirais même d'abord les premières mises en cause et ensuite les premières jurisprudences qui peuvent arriver que dans 3, 4, 5 ans, et si on parle de la Cour de cassation, peut-être 10 ans. Donc il va falloir se construire et être très attentif au préalable. Et puis on a ce qu'on nous a annoncé ce matin sur l'audit incitatif, où l'audit énergétique réglementaire pourrait servir de validation comme de MaPrimeRénov'. Donc là aussi, ça va être des éléments qui vont venir
un peu bouger, l'ensemble du système. Donc, comme nous l'avons tous dit, on en est vraiment à un point de départ qui est très intéressant à observer, parce que pour un assureur, une nouvelle prestation, c'est passionnant de regarder qu'est-ce qui va se passer. Quasiment, alors on fait attention, bien sûr, pour pas être passionné par des catastrophes, mais c'est quand même très très intéressant. Et tous les diagnostiqueurs aujourd'hui se posent la question en disant quelles vont être les premières mises en cause, qu'est-ce qui va se passer par rapport au chiffrage, par rapport aux travaux induits, qui sont les deux principales problématiques aujourd'hui d'un diagnostiqueur quand il fait cet audit. Et donc, où est-ce que ça va pêcher, entre guillemets, quelle que soit la formation, la certification, quelle que soit l'assurance que nous avons prise. D'ailleurs, je crois que vous alliez peut-être rajouter un point supplémentaire. Merci Stéphane. Je rebondis sur l'idée de Stéphane et on invite la filière quand même qui se lance, qui va se lancer, être extrêmement, précise sur l'analyse de ces contrats. Voilà, donc il faut que l'audit énergétique réglementaire soit porté, on doit reproduire ça sur une attestation d'assurance, mais c'est plus piégeux que ça. Il faut aller lire les textes de garantie, les chapitres des exclusions, pour vérifier que, compte tenu de la densité de la mission, il n'y ait pas certaines missions dans l'audit qui soient exclues. Je pense notamment à tout ce qu'on a dit, les travaux, l'estimation des coûts, parce qu'on peut très bien avoir un audit énergétique réglementaire porté sur une attestation avec une partie de la substance de la garantie qui disparaît au titre du chapitre des exclusions. Donc il faut être extrêmement prudent sur la lecture. On invite donc l'ensemble de la filière à bien regarder les contrats qui sont mis en place et les extensions de garantie aussi qui ont été faites pour rejoindre l'idée de Stéphane, qui a raison, qui dit qu'on est au début d'une aventure et qu'il faut finalement être très regardant avant de se lancer, d'un point de vue de l'assurance aussi. Je suis d'accord avec vous, Franck, mais là j'ai Philippe qui est à côté. On n'est pas tous capables, souvent, de pouvoir traduire, comprendre aussi ce type de document. Alors, quand on est dans une agence, alors Philippe va en parler, mais si vous voyez où je vais vous emmener, c'est dire que c'est traduire, il nous faut quelqu'un, il nous faut un expert, parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir lire déjà un contrat et de le comprendre et d'analyser et de savoir ce qui va se passer. Et nous, la difficulté, c'est d'avoir des réglementations qui soient claires et lisibles et exploitables. Donc, un petit message à la DHUP, quoi. À chaque fois qu'il y a des soucis, c'est que les textes, il y a des zones d'ombre, il y a des zones d'interprétation. Plus vous laissez de zones d'interprétation, plus c'est la porte ouverte à des problématiques. Donc nous, on est pour des choses bien explicitées. Alors comment on peut vous accompagner pour ces moments? Parce que là, on y est, on parle d'un bilan, mais il faut aussi avancer. Thierry, à chacun son métier. C'est vrai. Voilà, donc un assuré doit choisir ses fournisseurs, en matière d'assurance également. Faire lecture de son contrat, c'est quelque chose d'assez évident quand on a un doute ou lorsqu'on est en absence de réponse de son assureur ou de l'intermédiaire qui gère le contrat. Donc ça, c'est des choses qui se pratiquent et qui doivent être mises en place sérieusement, notamment sur des activités où on n'a pas de recul. Là, on est sur des choses qui sont quand même assez complexes et qui changent quand même pas mal l'exposition au risque. Merci beaucoup, Franck. Alors, mesdames et messieurs, on va maintenant vous laisser la parole. Si vous souhaitez poser des questions avec nos intervenants pour cette dernière conférence, je vais vous inviter, comme depuis le début de cette journée, à lever la main. Je vais venir vers vous. Et puis, n'hésitez pas à poser cette question ou les questions, ou des interrogations, ou éventuellement témoignages, si vous souhaitez effectivement profiter de ce moment. Alors, je vous regarde. Est-ce qu'il y a des questions ? Ça me paraît d'être assez clair. A priori, on peut vous annoncer qu'on va pouvoir avoir une clôture sans questions. Est-ce que vous vouliez rajouter, Séverine, un point complémentaire? Parce qu'on parlait de 2024, on a parlé de 1er avril 2023, on parle de prérequis, on parle d'expérience, on parle même de diplôme. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, si on donnait un peu plus de, on va dire, allez, si on allait un peu plus loin dans l'expérience?
Alors, dans l'expérience, ce que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure, avec le nouveau texte, il faudra bien entendu être certifié DPE et la future certification d'audit énergétique, donc d'auditeur énergétique, sera une extension donc, de la certification DPE. Et pour demander son extension, eh bien, il faudra avoir déjà 2 ans en tant que certifié DPE. Voilà. Donc ça, c'est l'élément essentiel du texte, et d'ailleurs qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il n'y a pas cette exigence. C'est-à-dire que vous avez un certificat DPE, vous avez réalisé la formation, et vous pouvez demander à votre organisme de certification de vous délivrer l'attestation qui ensuite vous permet d'aller sur le terrain faire les audits énergétiques. Donc on voit bien que là, il y a voilà, on est dans cette phase transitoire qui a permis d'amorcer la pompe en fait. Et du coup, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une vraie prudence de certains diagnostiqueurs qui ne voulaient pas se lancer, justement aussi pour des questions de risque dans cette prestation. Alors, il y a un point aussi au vu des débats là, que je voulais partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'organisme de certification, on est sollicité par des particuliers qui s'adressent à nous en disant ben voilà, nous sommes le plaignant, nous ne sommes pas contents du diagnostic qui a été fait par ce diagnostiqueur. Donc ça fait partie du rôle du certificateur de répondre à ce plaignant. Ça c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le DPE. Bon, demain, on va avoir la même chose avec l'audit énergétique, c'est-à-dire que le bénéficiaire, celui qui aura finalement commandé cet audit énergétique, ou pas d'ailleurs, parce que si c'est le vendeur qui, dans son nouveau bien rénové et qui n'est pas satisfait de la prestation, il va se retourner vers l'organisme de certification. Donc voilà, il y a ça qui se dessine dans le paysage, et il va falloir se préparer à ça, parce qu'en tant qu'organisme certificateur, on ne peut pas intervenir dans la gestion du litige. Nous, on intervient uniquement sur les compétences des personnes, soit du diagnostiqueur ou soit du diagnostiqueur auditeur. Voilà. Donc il va y avoir voilà, cette petite difficulté qu'il va falloir surmonter. Et ce qui était intéressant, Stéphane, vous disiez qu'au démarrage, si on avait ce document dès la première visite, voilà, tout le monde se met d'accord sur le bien en question. Donc il y a eu un diagnostic, il y a eu un audit énergétique, les travaux ont été chiffrés. Donc voilà, tout le monde signe le contrat en connaissance de cause. Voilà. Et ce qui limiterait considérablement les procédures donc, entre les diagnostiqueurs et leurs clients ou les acquéreurs. Stéphane, pourquoi il n'existe pas encore ce contrat ? Si, non mais quand vous lisez pour l'audit énergétique, il y a obligation du professionnel de l'immobilier ou du vendeur de remettre à la première visite du bien, c'est-à-dire au prospect acquéreur, l'audit énergétique. Et si on met l'audit énergétique, on remet le DPE, puisque le DPE est dans l'audit. Par contre, les autres diagnostics ne sont pas obligatoires à la première visite du bien, ils le sont au niveau du compromis. Alors, petit à petit, on va tout remettre à la première visite du bien. Pourquoi ? Parce que ça protège les parties à la transaction. Et c'est une excellente chose aujourd'hui, parce que la personne, vous savez qu'en France, quand on achète un bien, on va dire que 80% de la décision d'achat, c'est de l'affect. On est des latins, c'est comme ça, et c'est pas les anglo-saxons regardent beaucoup plus, font des diagnostics qui ne sont pas obligatoires, mais ils les font quand même, et parce que l'anglo-saxon, lui, il regarde plutôt le bâtiment que l'affect. Nous, on regarde plus l'affect,
C'est-à-dire que nous, on regarde quoi? Notre projet, et si je vais un peu plus loin, notre projet de famille, notre projet privé. C'est ça ce que l'on regarde quand on achète un bien immobilier. Et on ne regarde pas la fissure, on ne regarde pas derrière les tableaux, les machins, les trucs. Alors petit à petit, la personne essaye de faire mieux, mais on est sur la fête. Et donc si on met l'audit énergétique au moment de la première visite du bien, on dit à l'acquéreur, attention, ce bien-là, il est F ou G, donc passoire, attention, vous ne pourrez pas le louer, et attention, vous allez beaucoup dépenser. Donc il faut faire des travaux, et il faut que dans la recherche de financement, parce que c'est exactement ça, hein, il faut que dans la recherche de financement, vous mettiez en œuvre les travaux d'ores et déjà. C'est ça ce que les pouvoirs publics, et ce qui me semble être tout à fait normal, mais aujourd'hui c'est obligatoire. Et on insiste auprès des professionnels de l'immobilier pour que ce soit respecté et pour qu'ils fassent les diagnostics vraiment en amont de la vente du bien. Alors on sait qu'il y a des vendeurs qui n'ont pas d'argent. Et donc c'est compliqué pour eux de dire je paye le diagnostic alors que je n'ai pas encore reçu l'argent de la vente. Et nous, on ne peut pas dire aux vendeurs ne vous inquiétez pas, on se paye sur la vente, c'est-à-dire dans 6 mois, dans 8 mois, dans 10 mois, dans 12 mois. Donc on sait que c'est pas facile, que de mettre en vente un bien ne veut pas dire qu'on est Crésus. Hein, et donc là, il y a des habitudes à prendre, mais il faut aujourd'hui, le diagnostic est vraiment là pour être pris en compte par l'ensemble des parties d'une transaction. Merci beaucoup Stéphane. Je voulais savoir s'il y avait des questions. Si c'est le cas, je vous invite à lever la main. Merci. Alors, on va vous applaudir. Merci de votre présence pour cette dernière conférence, Franck, Philippe, Séverine et Stéphane. Et n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à les retrouver, même hors cadre de cette conférence. Nous, ainsi se termine cette première journée des conférences. On se retrouvera demain avec la Direction Générale du Travail. Ce sera pour notre première conférence lors de la dernière journée du Salon des professionnels de l'amiante. Merci de votre participation.